présentation de M. Murdoch dans quelques secondes. S'il vous plaît, à l'entrée, on va laisser le son, merci. Alors, si vous parlez français, vous synchronisez le 2. Si vous parlez anglais, if you speak English, please set number 1 on your headset. Si ustedes hablan español, diga número 3. Si vocês falam português, diga número 4. Okay? Je vous rappelle aussi que nous sommes en direct sur Facebook et sur le site web de la conférence. Vous êtes invités, bien sûr, à partager votre expérience sur Twitter et sur Instagram. Vous faites le mot-clic hashtag OIDD 2017. Alors, je vous demandais comment ça allait. J'espère que vous avez apprécié votre nuit montréalaise. Mais là, c'est pas pour vous soutirer des confidences. Ne vous en faites pas. Il y a encore énormément de pain sur la planche aujourd'hui, de belles rencontres, conférences et surtout plusieurs blocs d'ateliers disponibles pour lesquels, un peu comme hier, vous devrez faire des choix éclairés en fonction du programme que vous avez entre les mains et de ce que vous êtes venu chercher comme partage d'expertise et de compléments d'infos. Alors, j'aime ça savoir que vous m'écoutez comme ça, mon Dieu, c'est un truc. Je suis très heureuse de vous présenter quelqu'un que j'estime être assez fascinant et je crois que vous le trouverez véritablement inspirant à l'occasion de cette grande conférence intitulée « La démocratie participative au sein de la nation CRI ». Alors, nous avons la joie ce matin d'accueillir, selon votre programme, Paul John Murdoch. Et selon les femmes de sa communauté, c'est John Paul Murdoch. Et sa femme, qui est dans cette salle, m'a dit, au fond, c'est Jean-Paul. Alors, M. Murdoch parle, comme je lui disais, 4 langues au minimum. La sienne, bien sûr, le français, l'anglais et l'espagnol. Il est membre de la nation CRI Iyuichi, et il me confiait tout à l'heure que ça veut dire quelque chose comme le peuple de la terre, et que la vraie façon de dire en CRI, ce serait hostile. Alors les Québécois comprendront qu'il fallait changer le nom de la communauté. Il est donc bien sûr quelqu'un qui vit en grande partie dans le nord du Québec. Il est avocat, c'est d'ailleurs le premier de sa nation à avoir été reçu au barreau du Québec en 2001. Depuis, il se consacre véritablement à établir des ponts entre les Premières Nations, les Québécois, les Canadiens, mais aussi d'autres nations autochtones à travers le monde et bien sûr d'autres grands groupes à travers le monde. Il est actuellement secrétaire du gouvernement autonome de la nation CRI. Il a agi souvent à titre d'ambassadeur de sa nation pour de grandes associations internationales comme le Parlement européen, l'Assemblée des Nations Unies, mais aussi auprès de l'Assemblée nationale du Québec. Il est un des artisans de quelque chose d'extrêmement important dans nos rapports avec les nations autochtones du Québec, la paix des Braves, et c'est lui qui, en 2002, a été un des grands négociateurs de ce traité. Il est conseiller juridique pour les organisations autochtones et les organes d'importantes négociations sur la gouvernance, et c'est vraiment aujourd'hui l'axe principal de sa communication. Bien sûr, il
négocié aussi des contrats sur le développement hydroélectrique, minier, forestier et éolien. Et je vais aussi vous dire, et je trouve ça important, c'est un homme qui prend le talent, entre autres, il est pilote d'avion depuis très longtemps, et il visite ses clients du nord du Québec en pilotant lui-même. Il est d'ailleurs arrivé hier de son coin de pays ici en Europe, et il est aussi un artiste visuel accompli. Je trouve ça très important de le souligner parce que c'est un homme complet. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir Jean-Paul Mondal. Hello. Oui, ça devrait On m'entend? Oui, mais Nishtam bomshetchian mugjaman winan askamad wenzi ejibejui shamdod zezi titat ka zezi dayan utnish zezi patsman yemun et tabajumi dante ochiat nishtam gan winan askama arian emo ebejui hid nashtakan bejum minuto ken ay Dominique Olivier oui nigana pshtakhuyeo ken Guy Grenier nashtaka kuisken betodaga Edibejui Shamaj Gehanga, Anik Puliot, we modnishtam ka je batsnachen sangasun zidano njish. Miigwech nashtata naskam no. Mon présentation, je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'imagine si je fais. Malheureusement, informatique, c'était pas sur mon CV. ah, ça me rassure. À partir du début. Attends, et voilà. Je pense qu'ils vont vous... Je pense que c'est ça. Oui. OK. Ah, non, c'est pas moi qui ai fait ça. OK. All right. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai divisé ma présentation en deux. Un, je vais essayer de expliquer puis partager un peu c'est quoi la Nation Cri, d'où ce qu'on vient, notre acheminement. Et après, je vais essayer d'expliquer pourquoi notre concept de consultation et participation, la démocratie participative est tellement robuste, selon moi. Au niveau d'introduction, alors ça c'est la carte de Québec. Tout le territoire qui était sujet du Convention de Baie James, on le voit en beige. Alors c'est plus que la moitié de la province. Juste le territoire Cri, c'est plus grand que le territoire de France. Ça, c'est une autre carte. Et ici, on va commencer à voir les divisions. Si vous voyez... je ne sais pas si je peux mettre une flèche. Non, ça ne marche pas. C'est possible d'avoir un pointeur? Oui. Alors, on voit des petites lots partout sur le territoire. Et ça, c'est des lignes de trappe. C'est l'unité géographique qui est la base de tout ce qu'on fait dans notre territoire. Moi, j'ai été né à Weemingie. Je vais attendre Le pointeur ne fonctionne pas. OK. Alors, je vais pointer. Non, peut-être trop. Alors, ça, c'est Weemingie. Si on voit sur cette image-là, on est du sud, sur la côte, la 3e communauté. Alors c'était là où j'étais né. C'est là où je demeure aujourd'hui. Et vous voyez les lots VC 14, VC 17, VC 13, VC 12. Chaque unité, c'est il y a une famille, il y a un maître de trappe, puis il y a une famille qui exploite la chasse et pêche. Et c'est encore très, très pertinent aujourd'hui. Ça, c'est où j'ai été élevé, à Waskaganish. On ne le voit pas très, très bien, mais on a N7 et N8 ici en bas. Puis ça, c'est les lignes de trappe de mon famille. Si, en regardant la route sur le côté, c'est à peu près 150 km de long et peut-être 80 km de large. Vous l'avez éteint. Ah, OK. Alors ça, c'est N7
et ça, c'est N8. Juste pour revenir ici. Alors, moi, j'étais né ici, puis élevé ici. Ma mère travaillait là dans le temps, et son famille venait de ici. Alors, c'est pour ça qu'on est retourné à Waskaganish. Ça, c'est Waskaganish aujourd'hui. Alors, j'étais là la semaine passée. Ça, c'est, je pense que ça, c'est une photo de 1940 environ. Parce que mon père était le directeur de l'école, moi, j'ai vécu dans la première maison bâtie où les Autochtones restaient. Parce que normalement, les maisons comme celui-là, c'était pour le gérant du Complete Bay d'Hudson. Le prêtre était plus loin. Ça, c'est des photos de chez nous. Ça, c'est mon oncle, Albert Diamond, avec sa femme, ma tante Janie, mon grand-père, ma grand-mère. Ça, c'était très typique de mon famille. Tous mes cousins, ils vivaient dans une tente à l'année longue. Alors, moins 30, moins 40. Je me souviens, la première télévision dans ma communauté, c'était dans une petite tente de même. Et c'était un match de hockey. Et il fallait ouvrir les portes parce que toute la communauté restait dans la tente. Juste pour voir le match. Ça, c'était ma gardienne quand j'étais petite, Louisa Meapo, et son mari Michael. En 2005, j'ai négocié une entente avec Goldcorp concernant une mine d'or, puis c'était sur la ligne de trappe où Michael était le tallyman. Ça, c'est la maison de mon grand-père. Moi, je me souviens que c'était pas mal plus large que ça, mais c'était vraiment ça. Une des choses qui est très, très importante dans le temps jusqu'à aujourd'hui, manger. Il n'y a rien que les cris font mieux que manger. Ça a l'air bon. Ça, c'est une cérémonie de premier pas. Ça se fait encore aujourd'hui. On a commencé il y a peut-être 2-3 semaines parce qu'il commence à faire assez beau, puis ça va durer tout l'été. Dans toutes les communautés, les gens, ils le font. Quand un enfant naît, ses pieds n'ont pas le droit de toucher le sol qu'après cette cérémonie-là, quand il commence à prendre ses premiers pas. Et toute la communauté s'assoit autour, et c'est ça, l'enfant va prendre son premier pas, il va offrir quelque chose aux aînés dans le village. On pratiquait ça, il y a un anthropologue qui a enregistré le mien, et on le fait encore aujourd'hui. Alors, j'essaie de montrer que notre culture... Alors, ça, c'était comme notre célèbre chasseur de Mistassini. Ils ont fait même un documentaire sur lui. Ça, c'est très typique. Tout l'automne, le printemps, partir dans le baie pour chasser. Ça, c'est des peaux de castor qu'on chasse. Et c'est juste pour souligner le fait que on n'est pas en train d'essayer de retrouver quelque chose qu'on a perdu. La culture, c'est présent et c'est très, très fort. Même, je veux revenir à une carte parce que je sais que pour les Québécois, pour les gens qui ne viennent pas de Québec, mais normalement pour un Québécois, c'est étranger qu'il y a un cri qui parle français. Et il y a quelque chose que les gens y oublient ou qu'ils ne savent pas. Quand la Convention de Bay James a été négociée, puis je vais parler de ça dans un moment, mon oncle et M. Ted Moses, qui travaillaient là-dessus ensemble, ils me disaient que dans les premières années de négociation avec le gouvernement de Québec, il fallait prendre un hydravion de East Main à Moosonee, qui est juste ici, en Ontario, prendre le train de Moosonee à Timmins, puis l'avion de Timmins à Toronto, Québec. C'était le seul moment pour y aller parler avec le gouvernement de Québec. Il n'y avait aucun lien entre le sud puis le nord. Alors, c'est normal que l'influence francophone, c'est moins. L'influence francophone a monté comme peut-être jusqu'ici, mais pas plus que ça. En haut, c'est tout anglophone. Alors, je pense que c'est un peu ça qui a permis que notre culture ait été préservée aussi longtemps. Mais c'est aussi il faut que les gens comprennent que quand il y a un ministre du gouvernement qui arrive et essaie d'imposer son pouvoir administratif, il est vu aussi étranger que
que je ne sais pas, le ministre de communication de Japon ou pour ces personnes-là, c'est pas réel. Alors, on arrive en 1972, puis on annonce le projet du siècle, qui est des barrages dans le territoire Cri. Le gouvernement procède comme si les Cris n'existaient pas. En même temps, je ne peux pas les blâmer. Ils ne savaient même pas où était le nord de Québec. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient savoir qui était là? La réaction du côté Cri, tous les chefs, ils ont se réunis ensemble, puis c'est à cette réunion-là où ils ont décidé de former le Grand Conseil des Cris. Honnêtement, au début, c'était un peu informel. Ici, tu as les vrais instigateurs du Grand Conseil des Cris, c'est Smalley Pedoabano, ce monsieur-là, et mon grand-père, ici en arrière, et ça, c'est Billy Diamond, ici. Josie Atkins, aussi, était avec Smalley puis mon grand-père. Mais c'est ces trois hommes-là qui ont instigé vraiment que les communautés se unissent pour combattre Hydro-Québec. Alors, après litige, après 1 an de négociation, on a la Convention de Baie James qui est signée ici. Entre l'annonce du projet et la signature de l'entente, on parle de 2 ans environ. Et juste regardez mon oncle ici, puis 2 ans plus tard, on voit le prix de négociation avec le gouvernement. Et dans l'entente de convention de Baie James, on touche gouvernance locale, gouvernance régionale, santé, éducation, justice. C'était le premier régime pour protection de l'environnement, développement communautaire, compensation financière. Et une chose qui est importante, c'était la consultation dans ce temps-là. Imagine, juste pour aller voir Québec, il faut passer par Toronto. Quand on fait la consultation dans toutes les communautés, avec une population qui a une tradition orale, c'était le début des très, très, très longues réunions. Et même quand l'entente a été approuvée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sachent que légalement, ça a pris juste les résolutions des 9 conseils de bande. Mais en actualité, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est qu'ils ont promené des livres. Il y avait le livre oui, puis il y avait le livre non. Puis après les réunions, ils demandaient tout le monde de signer soit le livre oui ou le livre non. Malgré l'ampleur du projet, parce que quand même, on parle de la dérivation de toutes ces rivières-là, même on mentionnait un plus nord, il y avait la rivière Opinaka, on parlait de EM1, l'impact c'était incroyable. Malgré tout ça, dans le livre non, il y a juste une signature. Tout le monde a signé le livre oui. Et pour moi, c'est un testament à la qualité de la consultation. Et même la personne qui a signé le livre non, c'était un monsieur Saganash de Waswanipi. Et lui a dit, j'ai signé le livre non parce que je me sentais mal pour le livre non, parce que personne ne l'a signé. Alors ça, c'est en 75. On penserait que tout va bien, sauf que pour les prochaines 28 ans, on n'a que de manifestations. On avait des litiges puis des manifestations contre Hydro-Québec, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, gouvernement municipal, gouvernement régional, 15 entreprises de foresterie, 5 entreprises minières, Hydro-Québec, Société d'énergie de Baie James. Et pendant 28 ans, notre quotidien était défini par ça. Alors, moi, j'ai été élevé là-dedans. C'est une des raisons pourquoi je pense que j'ai choisi le métier que j'ai choisi. Et honnêtement, c'était... on pensait que c'était difficile, parce que dès qu'on a signé la Convention de Baie James, il n'y a rien qui s'est passé à part des projets. Au niveau du mise en œuvre de la Convention de Baie James, il n'y a rien. Il y avait pas tous les promis que tout le monde attendait. Les communautés du côté Québec étaient aussi sous-développées que les images qu'on voit de Attawapiskat ou Fort Albany aujourd'hui du côté Ontario. Alors, c'était une longue, longue bataille. Et en 2002,
et moi, je me suis joint le gouvernement Cree en 99. Mais en 2002, Premier ministre Bernard Landry et Ted Moses, ils décident de négocier ça s'appelle l'entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement des Cris et le gouvernement de Québec. Quelqu'un, heureusement, a raccourci ça à la paix des braves. C'était 25 litiges avant ça. Les Cris ont dépensé entre 4 et 5 millions en horaires d'avocats. Et l'entente, la promesse dans l'entente, c'était, ce fois-ci, on va mettre en œuvre la Convention de Baie James. Mais c'est pas la même promesse qu'avant. Le gouvernement a dit, OK, on admet, on n'est pas capable de développer vos communautés comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous donner à vous autres les ressources financières pour accomplir notre obligation envers vous. Comme ça, il n'y a pas d'extinction d'obligation. Et le côté écrit, c'est eux qui sont responsables pour les décisions qui se passent avec les ressources financières qui sont disponibles. En plus, inclus dans l'entente, c'est la dérivation de la rivière Rupert. C'était la 10e rivière au monde, au niveau de grandeur, largeur, longueur. Puis, on envoyait 80% de cette rivière vers le nord pour alimenter les projets hydroélectriques. Alors ça, c'est la rivière qui passe devant ma communauté. Si vous vous souvenez de la photo de Waskaganish, c'est la rivière qui passait directement devant la communauté. Honnêtement, quand j'ai été choisi ou demandé d'aider, moi, je n'étais pas sûr qu'on allait être capable. Parce que pendant 28 ans, le message, c'était il fallait lutter contre le gouvernement, il fallait lutter contre Hydro-Québec, contre le développement. Et d'une journée à l'autre, notre grand chef a décidé, là, on va essayer de convaincre notre population qu'aujourd'hui, on va essayer de travailler avec. Ça a été très, très, très difficile. Puis, ça a donné à plusieurs séances de consultation. Et il y a 2 niveaux de consultation qui se passent toujours. Il y a le niveau formel qui va avec les processus d'évaluation d'impact. Comme ici, ça c'est une réunion du COMEX, qui est comme le BAP du Nord. Et la communauté est là. Et honnêtement, ça c'est typique pour niveau de participation. Ça c'était à Waskaganish. Alors on parle d'une communauté de 2400 personnes. Et à cette séance-là, j'imagine qu'il y en avait 150, 120. Quand même. Quand tu traduis cette ratio à le sud, puis si on avait le même taux de participation à Québec ou à Montréal, le BAP, il pourrait être juste comme au stade. Il n'y aurait pas d'autre place pour leurs audiences. Et la durée de ces séances. Je me souviens, dans le temps de Paix des Braves, la séance peut-être la plus longue, c'était à Chisasibi. On s'est arrivé le matin. On a commencé à 10 heures. On a arrêté à 11 heures le soir. Et en plus, la communauté a dit, on veut pas que vous quittez, on veut continuer, alors on va vous servir dîner et souper dans la consultation, restez là. Alors c'était vraiment de 10 heures à 11 heures. Le lendemain, on a recommencé à 10 heures. Et comme on avait promis à être à Wapmakchtui le lendemain, cette soir-là, on a terminé comme à 5 heures du matin. Et je me souviens, à 5 heures du matin, c'est sûr qu'on est complètement épuisé. Il faut voyager à Wapmakchtui. On commence une autre réunion dans 4 heures. Et je me souviens, la dernière question a été posée. J'ai répondu. Et là, j'étais sûr que le grand chef allait fermer la réunion. Mais il se lève, puis il commence à faire son speech de fermeture, qui durait toujours de 30 à 40 minutes. Et le temps... C'était ça qu'on s'est engagé, c'est ça qu'on fait. Et c'est comme ça constant. On a fait ça. Je me souviens, on a pris, c'était 3 semaines de réunion, 7 jours sur 7, comme ça. On a pris une pause de 3 jours parce que la belle-mère du grand chef avait décédé. Puis on a recommencé pour une autre 3 semaines. Et ça, c'était la consultation pour l'entente. Et alors ça, c'était la pré-consultation. Parce qu'après ça, il y avait la consultation sur le projet dont on parle. Et honnêtement, dans les consultations,
Comme ça, c'était typique. Ça, c'était du Amistisni pour l'entente, le Paix des Braves. L'autre chose aussi que je vois dans les consultations, si je vois qu'est-ce qui s'est passé avec le projet depuis 2002, j'ai descendu ici mercredi parce que j'avais une réunion jeudi qui était planifiée, des consultations sur la dérivation du Rivière-Rupert. Là, on est 2017. Je pense que c'est notre 400e réunion de ce genre. Mais dans les réunions, c'est pas l'argent, c'est pas le promet d'emploi, c'est pas le promet de contrat. À chaque entente qu'on a présentée, c'était les tables permanentes d'échange. Les gens étaient prêts pour accepter pas mal au niveau de inconnu comme risque s'ils savaient que la personne avec qui ils parlent va être là pour la durée du projet ou pour la durée pour la durée du projet. Alors, on a signé la Paix des Braves. C'était une consultation monumentale. Et honnêtement, c'est un peu le standard. Je parlais avec Ariane juste avant de commencer. On vient juste de terminer un autre tour de consultation parce qu'on va signer une entente avec le gouvernement de Canada cet automne. L'entente a été réglée, puis le gouvernement de Canada a dit, on va envoyer un observateur pour quand vous faisiez vos consultations. Nous, ça nous dérange pas, parce que toutes nos consultations sont en cri, anyway. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Mais quand on a envoyé la cédule, puis l'intention de qu'est-ce qu'on attendait de faire, ils ont dit, oh non, non, il n'y a personne disponible pour vous suivre. C'est beau, bonne chance, allez-vous-en. 12 heures par jour, non. Mais ça m'a démontré que l'observateur, c'était là parce qu'eux, il y avait la présomption qu'on allait faire moins que plus. Alors, dès qu'ils ont vu qu'on allait établir un standard que je ne pense pas avec lequel ils veulent être associés, ils ont décidé de rester loin. Si on regarde aujourd'hui, depuis la signature du Paix des Braves, ça c'est un palais de justice. On a un palais de justice dans toutes les communautés CRI. Ça c'est le corps policier CRI. Ça c'était réglé dans l'entente aussi. Ils sont aussi qualifiés que le SQ de Québec. Il y a une bonne collaboration entre les deux et il y a une commission de police CRI qui gère la police dans la région. On a la commission scolaire CRI. Tous nos enfants apprennent CRI jusqu'à 3e année. Après ça, ils décident anglais-français. La commission scolaire CRI, les commissionnaires sont des CRI, élus de chaque communauté. Et comme vous voyez, on enseigne dans notre langue dans la communauté. On a aussi le conseil de santé CRI qui travaille avec le ministère de Santé, mais c'est eux qui fournissent tous les services dans toutes les communautés. Et c'est adapté aux besoins des communautés. On a le Cree Nation Trust. C'est une fiducie qu'on a créée pour gérer tout l'argent financier. Parce que malgré qu'on a reçu un gros montant, on a décidé d'investir puis essayer de gérer la dépense capitale sur 50 ans. On a l'association des trappeurs CRI qui réunit les trappeurs. On est impliqué dans foresterie. On a une entreprise de foresterie. On a Niskamoon, ça c'est l'entité qui gère les relations avec Hydro-Québec. Le conseil CRI sur l'exploration minerais. Leur travail actuellement, c'est de guider les entreprises minières à comment agir, puis les aider à adapter, puis intégrer dans notre territoire, versus l'inverse. Ça va mieux de même, on trouve. OK, non, caché en arrière, il y a le conseil de foresterie. C'est là où on s'assoit avec le ministère des Ressources naturelles pour parler des règlements puis approuver des plans d'aménagement de foresterie. Au niveau développement économique, Air Québec, c'est le plus vieux ligne d'aviation régionale dans l'Amérique du Nord. Quand on a commencé Air Québec, je pense que c'était Québec Air, le gouvernement de Québec a décidé de commencer un aussi. On ne voit plus leurs avions, mais les nôtres continuent à voler. Mais vous les avez changés un peu. Oui. Il y a le Board of Compensation, eux, ils gèrent les fonds de l'entente de 75. Il y a CCDC, Cree Construction Development Corporation, notre entreprise de construction. Quand moi, je travaillais avec eux, ils faisaient entre 3 et 500 millions en chiffre d'affaires par année. Il y a Valpiro qui gère l'infrastructure des aéroports.
Mais pour moi, peut-être la chose qui marque la Nation Cri ou le changement le plus important, aussi tout ce que j'ai décrit ici au niveau d'entité, ça c'est régional, puis tu peux répliquer ça local pour chaque communauté. Alors c'est encore plus que ce que je dis. Ça c'est une image d'une réunion du gouvernement de la Nation Cri. On se rencontre chaque 2e mois. C'est une réunion qui dure 3 jours. C'est les chefs de toutes les communautés avec un représentant de toutes les communautés, le grand chef et le député grand chef. Et c'est diffusé live sur l'Internet. Et on a un taux assez élevé de participation. Moi, j'aime beaucoup quand je rentre dans une épicerie, puis la caissier ou quelqu'un dans le magasin commence à en parler de quoi qu'on discutait à notre réunion la semaine avant. Et c'est comme ça qu'on marche depuis 2002 sur l'entente de la paix des Braves. Parce que c'était tellement vite qu'est-ce qu'on faisait qu'il fallait être le plus ouvert et le plus transparent possible. Puis c'est là où on a décidé il faut diffuser toutes les réunions pour que les gens dans la communauté savent qu'est-ce qu'on dit aux tables. C'est la même chose que qu'est-ce qu'on dit quand on est dans la communauté. Ça, c'est Mistissini en 1968. Ça, c'est Mistissini en 2004, environ. Alors, c'est comme 15, non, combien d'années? Bon, mathématiques, c'est pas sur mon CV non plus. Disons 40 ans. Alors, ça, c'est une période de 40 ans. Et honnêtement, c'est sûr que dans la quotidienne de mon travail, je le vois pas. Je vous remercie pour des conférences comme ça, parce que c'est là où je prends un recul puis je le regarde. Pour qu'une communauté passe par une évolution de ça à ça, c'est presque violent des fois. Je suis fier de où ce qu'on est rendu. C'est sûr qu'on a des problèmes. On a des problèmes sociaux, on a des problèmes avec le sucre, avec l'alcool et d'autres problèmes. Mais malgré tout ça, l'intégrité de nos communautés, l'intégrité de notre langue, de notre culture, c'est très, très fort. Et là, j'essaie d'expliquer, mais pourquoi? Pourquoi la Nation Cri a pu subir une évolution aussi rapide, aussi violent, et quand même les Cris aiment encore sourire et manger. Moi, j'attribue ça à des éléments dans notre culture, pourquoi nous, on le prend pour acquis, comment il faudrait prendre une décision, puis comment on traite le public quand on veut prendre une décision. Quand moi, j'étais jeune, moi, j'avais très, très peur de ce monsieur-là. Il était comme mon voisin de 3 maisons. Il s'appelle John Blackned. Et c'est lui qui enseignait beaucoup de la culture. Il contait des histoires. Il venait souvent à mon école, puis il nous contait des histoires. Et alors, je vais partager avec vous une des histoires pour moi qui était le plus important que John avait partagé. Alors, il y avait une communauté Cri, et typique de communauté Cri, vous avez vu les lignes de trappe. L'utilisation du territoire, c'est cyclique. Tu as ton camp de printemps, tu as ton camp de... Actuellement, tu déménages entre les deux. Alors, tu as le camp d'hiver puis le camp d'été. Puis c'est printemps et automne qu'on se déplace. Dans la tradition Cri, il y a encore du monde qui se souviennent, les famines étaient cycliques. Et il y a beaucoup de légendes autour des famines. Alors, c'était un cycle où une famine se commençait et la communauté était en péril. Puis il fallait planifier le déménagement du communauté pour le printemps. Alors c'est sûr que le voyage était difficile. Et il y avait un aîné qui avait de la misère à bouger, il n'était pas si mobile. Et la communauté a décidé qu'ils ne pouvaient pas amener l'aîné parce que c'était trop difficile, il n'y avait pas assez de nourriture, tout le monde était faible. Alors ils ont été allés voir l'aîné puis on lui dit... On a décidé qu'on va déménager, mais cette année, vous allez rester ici. Vous n'allez pas venir avec nous. L'aîné n'a rien dit, puis il a resté tout seul dans son temple. Et avec le temps, c'est sûr, comme il n'était pas très mobile, il commençait à devenir faible, très, très faible. Et là, il était couché dans son lit. Il était sûr qu'il ne serait plus capable de se lever. Et pendant qu'il était couché sur son lit, son mshtabeo est venu lui visiter. Un mshtabeo, c'est un peu comme un esprit, mais chez nous,
le monde spirituel, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, il faut faire très attention quand tu reçois des messages de ce monde-là. Je pense que c'est pour ça que la nation crie partirait jamais dans une guerre de religion, parce qu'on commence à douter même de nos propres esprits. Et en plus, ils aiment jouer des tours sur nous autres. Alors, l'Imshtabel lui dit, il y a quelqu'un qui t'attend à la lac, juste à côté. Qu'est-ce que tu fais là pour coucher comme ça? Puis le vieux monsieur a dit, mais tu vois, je suis en train de mourir. Je meurs de faim. Puis là, l'Imshtabel a dit, mais pourquoi tu prends pas les lagopèdes qui sont juste dehors de ta porte? Alors là, l'aîné, il ouvre la porte, puis il voit les lagopèdes étaient là. Il est dessus, il commence à avoir un peu plus de force. Et avec l'énergie, il a décidé d'aller voir au lac qu'est-ce qui était là. Et quand il est au lac, il voit des caribous. Et il commence à tirer les caribous. Puis les caribous bougent pas. Ils se laissent être pris par l'aîné. Et l'aîné, il commence un feu, il commence à boucher tout le caribou très, très vite, qui est un job énorme pour une personne. Alors, il travaillait très, très fort là-dessus. Et pendant qu'il travaillait là-dessus, son Imshtabel est revenu, puis elle lui dit, tu sais, le caribou, tout le caribou que tu as, c'était pas pour toi, c'est pour les autres. Les autres sont en train de mourir de faim. Mais parce que vous êtes plus en balance, c'est toi qui as ramassé tous les caribous. Là, en automne, quand la communauté revient au site, eux, ils étaient sûrs qu'ils allaient trouver une petite tente toute déchirée, puis le corps de l'aîné. Mais à la place, ils trouvent une grosse tente. Puis ils comprennent pas. Alors, ils attendent sur le bord de la rivière, tradition, pour attendre que la personne vienne accueillir, mais personne ne sort de la tente. Finalement, les gens de la communauté, ils montent vers la tente, très, très fâchés, puis ils commencent à crier, « Hey, vous êtes qui de ne pas nous accueillir? Qui est là-dedans? » Et ils découvrent que c'est l'aîné. Et en plus, il avait préparé un gros souper pour toute la communauté. Et pendant qu'ils mangeaient ensemble, l'aîné a conté l'histoire aux membres de son communauté, qu'est-ce qui s'est arrivé, la visite du Imshtabel, puis le message qu'il a reçu. Puis il a dit, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on prenne des décisions ensemble. On ne peut pas les prendre séparées. Il y a 2 présomptions qui sont très importantes dans l'histoire. La première, c'est que pour un cri, même si l'aîné participait dans la décision, ce n'était pas automatique qu'il essaierait de convaincre les gens d'y aller avec eux. Ça, c'est très, très important. Et l'autre, la raison pourquoi le caribou n'était pas à la bonne place, la décision était précipitée, c'était pas bien pris, il n'y avait pas de balance, toutes les variables n'étaient pas prises en considération. Alors, il y a immédiatement une mauvaise distribution des ressources. Merci. Wow. OK. Alors, je vais avoir besoin... Oui, vraiment. Je vais avoir besoin de lumière dans la salle, s'il vous plaît, Jean-François. Écoutez, c'est sûr que... Merci beaucoup, M. Murdoch. Je savais que ce serait passionnant. Je pourrais prendre peut-être 3-4 questions, si vous en aviez. Oui, alors vous vous dirigez vers le micro qui est là, vous vous nommez. N'hésitez pas, allez tout de suite au micro pour qu'on puisse accélérer la discussion. Madame, bonjour. Bonjour, mon nom est Mireille Bonnet. Toutes les institutions que vous avez créées avec, dans le cadre de ces négociations-là que vous avez eues, qu'est-ce qui a été le moteur pour faire le choix avec l'argent des redevances, de créer ces institutions-là, qui a fait en sorte que vous avez été capable de capitaliser finalement sur ça au lieu de dépenser l'argent. Ces institutions-là qui sont extrêmement fortes et reconnues aujourd'hui, quelle est l'histoire du départ de ces institutions-là? Il y a la première qui est une réponse un peu formelle. Dans tous nos ententes, depuis 1974, on met toujours une clause que ce n'est pas permis d'avoir aucune distribution des ressources à un individu, un CRI. Ça aide énormément parce que ça nous force toujours à prendre des décisions collectives. On ne donne pas du cash à quelqu'un qui a été touché, on monte un programme pour lui aider à continuer sa vie. L'autre, qu'il est un peu plus subtil, c'est... Je vais vous donner l'exemple de
on a le Grand Conseil des CRI, le gouvernement de la Nation CRI, EU Limited Partnership, CRI Heritage Fund Foundation et la James Bay EU Company. Chaque entité, c'est un véhicule juridique, une institution légale. Mais actuellement, c'est les mêmes personnes, le grand chef, les chefs qui s'assoient sur le conseil d'administration. Moi, j'étais le secrétaire. Moi, j'étais le premier secrétaire qui parlait CRI. Et je me souviens, on était dans une réunion et il fallait prendre l'argent de James Bay EU Company pour financer un litige contre une entreprise forestière. Alors, le grand chef a dit, OK, j'ai besoin d'une motion pour ouvrir une réunion de James Bay EU. Motion, quelqu'un appuie. OK, là, c'est une réunion de James Bay EU. On fait une demande pour financement pour une litige. Appuie, deuxième. Là, on change à l'autre réunion. Dans l'autre réunion, on a dit non, on n'a pas assez d'argent. On refuse. OK, fermez cette réunion-là, vas-y à l'autre réunion. C'était ridicule, notre processus. Puis finalement, le grand chef, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse ça comme ça? Puis là, je lui dis, gère la réunion comme tu veux, dans la langue que tu veux, parle de qu'est-ce que tu veux. Et après la réunion, moi, l'exécutif directeur, le trésorier, on va prendre tous les procès-verbaux, puis on va l'organiser d'une manière pour que les gens de l'extérieur comprennent qu'est-ce qu'on fait. Alors, ça permet qu'on soit qui on est dans la réunion, et ça permet au gouvernement, les avocats, puis les entreprises de comprendre nos décisions. Alors, il y a une traduction qui se passe. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux, d'un point de vue de la gouvernance, que ça soit toujours les mêmes hommes, parce que massivement, c'est des hommes qui sont au conseil, excusez-moi, c'est assez évident, qui prennent les décisions partout, qui discutent partout? Mais je suis très fier d'annoncer de nos 10 chefs, 3 sont des femmes. De nos 12 directeurs, 6 sont des femmes. Good. Et le staff du gouvernement de la Nation CRI, c'est 65% femmes. OK. Mais est-ce qu'elles sont en charge? Le staff, elles ont des postes de direction? Mais direction, c'est exactement, complètement égal aujourd'hui. OK. Ah ben, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que j'aime de plus, c'est on a reçu des plaintes il n'y a pas longtemps. Quelqu'un a soulevé la question de l'inégalité. La parité entre... Et notre exécutif directeur a commencé à paniquer. Il dit, OK, comment on va répondre? Puis je dis, hey, attends, regarde ton staff. On va compter. Oui, compte ton staff, puis regarde. Puis là, il a compté, puis il a dit, oh, wow, il y a plus de femmes. Puis on n'a rien fait. C'était pas nécessaire de mettre en place un programme. C'était juste bien qu'on laisse les femmes aller, puis on cause pas d'obstacles. D'accord. Monsieur, merci. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour, je m'appelle Éric. J'ai beaucoup aimé la présentation que vous avez faite. Merci beaucoup. J'ai eu le privilège de vivre sur votre territoire pendant quelques années de ma vie, puis d'avoir des bons amis CRI aussi à une certaine époque. Au moment de la paix des Braves, on avait été très touchés par le fait qu'on allait peut-être perdre une des plus grandes rivières du monde, hein, puis elle se trouvait à couler sur votre territoire. On a fondé un petit organisme, ça s'appelait Révérence Rupert à l'époque, pour essayer de se battre, essayer de faire connaître ce qu'on allait perdre. Bon, évidemment, tout ça, ça a été une lutte épique. Hein. Moi, je m'occupais du Sud. Il fallait que je convainque les gens du Sud qu'Hydro-Québec faisait pas la bonne chose. C'était la grosse job. Mais j'ai vu mes amis CRI aussi faire quand même un bon boulot pour essayer de réfléchir ensemble à ce que ça pourrait être fait. Maintenant que presque 20 ans ont passé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez finalement que la dérivation de la Rupert, qui était un des grands prix de la paix des Braves, est-ce que vous pensez que finalement, c'est pas si pire que ça, et puis que tout le monde a gagné? Ouf. À chaque fois que je survole la rivière, à chaque fois que je vois la rivière, à chaque fois que je passe la rivière, je peux vous avouer que ça fait très, très mal. Ça fait aussi mal qu'en 2002. Quand j'ai été demandé de participation dans la négociation, mon famille a été vraiment pas content. Et moi, j'avais le fait dans mon grand chef. Et alors, c'est ça qui m'a aidé à travailler là-dessus au début. Et je me souviens, la première consultation dans la première communauté, moi, j'étais sûr, à cause de la promesse de travail, finances, infrastructure et tout ça, on allait avoir l'appui des jeunes, mais pas l'appui des aînés ou des trappeurs. Alors, on arrive à East Main. Moi, je suis très, très nerveux, très, très inquiète.
Et East Main, c'était la dernière communauté qui a perdu leur rivière. Alors pour eux, c'était très frais. Qu'est-ce qui va arriver? Alors là, j'ai dit, ici, ils vont réagir fort. Et il y a un aîné qui se lève, puis il m'a dit, je me souviens, il m'a dit en cri, qu'il était vraiment pas contre. Il a dit, tu me demandes de briser mon propre cœur. Mon propre cœur. Cœur, oui. Il a dit, ce que tu mets sur la table, tu me demandes de briser mon propre cœur. Mais il a dit, tout ce que tu promets, c'est pour les jeunes, puis pour l'avenir. Puis il ne faut pas oublier que les enfants qui naissent ce journée-là, eux, ils vont connaître la rivière dans sa nouvelle forme, pas l'ancienne forme. Alors les seules personnes à qui ça va faire mal, c'est toi et moi. Puis il a dit, moi, je suis prêt à briser mon cœur pour les jeunes. Wow. Alors, moi, c'est ça qui m'a soutenu pour la reste des négociations. Il y a 2 ans, non, il y a 1 an, c'était l'automne passé, j'avais un membre de Révérence Rupert qui a visité la rivière Rupert avec moi. On était à Smoky Hill. Avec les travaux remédiateurs de mitigation, le niveau de comment on a assuré que Hydro-Québec reste responsable pour toutes les promesses qu'on a faites. C'est un secret présentement à Hydro, mais nous, on pense qu'ils ont dépensé autour de 30% du budget du projet sur l'environnement. Standard dans l'industrie, c'est 2%. Wow. Sur celui-là, on parle de 1,5 à 2 milliards, juste sur l'environnement. Et le membre de Révérence Rupert, quand ils ont vu la rivière, ils ont dit, ouais, c'est pas ça qu'on attendait voir 7-8 ans plus tard. Oui, décision très, très difficile. Ça fait mal encore aujourd'hui. C'est jamais noir et blanc. Mais en même temps, je suis fier quand je vois le corps policier, les palais de justice, le programme de santé, tous les programmes culturels qu'on maintient, tous les programmes qu'on a montés pour les jeunes. Dans ma communauté, on était à 30% avec emploi en 2001. En 2007, il fallait mettre dehors l'agent de chômage parce que il y avait personne sur le chômage. C'était le plein emploi. Alors, si je comprends bien, ça vous a brisé le cœur, mais les sutures ont tenu. Oui. Mais c'est ça. Monsieur, ça va être la dernière question. Allez-y. Oui, merci de votre présentation. J'aimerais revenir sur une question soulevée par Mme Aymon, constatant le fait que les... Approchez-vous du micro, oui, s'il vous que plaît. les gestionnaires ou les administrateurs ou les dirigeants des différentes institutions ou véhicules financiers, etc., sont à toute fin pratique les mêmes personnes, hommes et femmes. Pourquoi est-ce ainsi et est-ce que vous n'y voyez pas un petit ou un gros problème de conflit d'intérêts? C'est drôle, parce que souvent je me trouve à être demandé d'écrire les règlements pour conflit d'intérêts dans les communautés. Nos communautés sont encore très, très petites. Tout est très, très transparent. C'est combien la population CRI? 18 000. 18 000? 19 000, autour de là. Alors, tout le monde se connaît encore, en prénom. Si j'ai un nouvel véhicule, tout le monde sait immédiatement. Et comme on gère tout collectif et on ne permet pas que ça soit géré de manière individuelle, non, nous, on n'a jamais eu un scandale de... Des fois, il y a des erreurs en gestion, mais que quelqu'un a profité lui-même. Et quand on regarde, notre grand chef, Matthew Kuncombe, a annoncé il y a 1 semaine qu'il ne se présenterait plus pour grand chef, parce que ça faisait 20 ans qu'il était grand chef. Et pour moi, c'était difficile, parce que j'ai travaillé tellement longtemps avec, mais à la même temps, je pense qu'il attendait qu'il y avait d'autres mondes pour prendre la relève. Et c'est là, actuellement, où nous, on a un gros avantage. C'est mon oncle qui a négocié la Convention de Bay James, qui, lui, a pris ses conseils de mon grand-père, son père. Moi, j'étais élevé avec toutes les histoires de Hydro-Québec. Moi, je suis au courant de toutes les promesses. Moi, je suis sur le territoire. Alors, quand je rentre dans les négociations, puis de l'autre bord du table de moi, c'est une fonctionnaire qui connaît rien
de l'histoire de où ce qu'on parle. Il sait même pas où ce qui est, où est-ce que Ganesh. Sur la carte, oui. Oui. Alors, on a un avantage incroyable. Notre mémoire corporative, c'est intégré dans la culture. Eux, il y a un changement. Parce que très souvent, c'est ça. On n'est pas content avec Hydro-Québec ou Domtar. On va attendre 3-4 ans. Ils vont changer de président. On réessayerait avec le nouveau. Puis le nouveau, il connaîtrait rien que l'ancien, alors on peut commencer de zéro. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une grande chef un jour chez les CRI? Oui. On peut l'imaginer, mais est-ce que le niveau de scolarité des filles a cru aussi? 80% de la population post-secondaire, c'est féminin chez nous. Good. Est-ce que vous avez envie de faire la politique? Et de devenir... il faudrait demander ma femme. C'est la belle femme assise là-bas. Là. Oui. OK. On lui demandera pas. OK. Mais si je comprends bien, oui, le pouvoir des femmes. Ouf. Donc, on s'entend qu'il va prendre la décision en collaboration avec sa chérie, mais que c'est pas exclu, quoi. Non, sûrement. C'est pas exclu. Oui. OK, good. Mesdames, Messieurs, je vous demande de l'applaudir chaleureusement, Monsieur Jean-Paul Murdoch. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Merci. Alors, ça nous fait plaisir, Monsieur Murdoch. Vous avez été vraiment enchanteur. On ne pouvait pas rêver, à mon avis, d'un meilleur début pour la consultation ce matin. Ça nous fait plaisir de vous offrir ce livre sur les rues de Montréal et ce petit chocolat à l'érable en souvenir à l'effigie du 375e de Montréal pour vous remercier de nous avoir si gentiment entretenus ce matin. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous faites attention tous les deux en descendant. Hein? L'animatrice a montré qu'on pouvait prendre des envolées absolument extraordinaires hier. Parlant de chocolat et de bonne bouffe, M. Murdoch nous disait jusqu'à quel point les CRI étaient des gourmands et sans doute des gourmets. Alors moi, je veux faire un coup de chapeau à ces gens qui nous nourrissent depuis hier. C'est tellement bon, c'est tellement soigné, c'est extraordinaire. Hier soir, à l'hôtel de ville, j'ai même, innocente, bête et pure, comme dirait ma tante, j'ai dit, mon Dieu, que le traiteur ici est délicieux. Et quelqu'un m'a répondu, mais Ariane, c'est le même qui nous a nourris ce midi. Il s'agit de Cuisine à tout. Alors, je veux vous présenter pour quelques minutes son directeur général, Monsieur Guy Thibault, qui va venir un peu nous parler des personnes qui sont chargées, au fond, de nous nourrir pendant ces 4 jours. Monsieur Thibault, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que c'est assez haut pour vous? Voilà, c'est bon. C'est bon? Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce matin pour vous parler de Cuisine à tout. Cuisine à tout fait partie de une organisation qui est le collectif des entreprises d'insertion socio-professionnelle du Québec qui regroupe 50 organisations. Toutes ces organisations-là, on a notre slogan qui dit que nous sommes des organismes de lutte à l'exclusion sociale et professionnelle. Absolument. Donc, notre mission et notre travail consiste à accueillir des gens qui n'ont pas accès, principalement à cause de différents statuts, mais qui n'ont pas accès à des emplois de qualité et qui n'ont pas accès non plus à un volet quelconque du système de l'éducation. Alors qu'il s'agisse d'immigrants récents, qu'il s'agisse de gens qui ont décroché du système parce qu'ils n'ont pas complété un certain niveau, n'ont pas accès à des programmes de scolarisation, et parce qu'ils n'ont pas la scolarisation ou la formation, évidemment, n'ont pas accès à des emplois qui présentent des conditions agréables. Agréables, voilà. Merci. Alors, comment ça se passe? On a 14 employés permanents, des professionnels, wow, des accompagnateurs, j'aime à dire nos coachs socio-professionnels qui accompagnent ces gens-là au quotidien, et toute une équipe à la formation et à la production culinaire, une équipe de professionnels chevronnés. Et on forme comme ça en milieu de travail. C'est un apprentissage en milieu de travail réel.
une 60aine de personnes par année qu'on amène au marché de l'emploi et qu'on accompagne dans l'intégration, dans leur propre intégration au marché de l'emploi. C'est plus de 80% de nos finissants qui, partis de sans-emploi, se retrouvent avec un emploi dans des conditions favorables. Donc, nous, on considère que c'est pour nous la meilleure recette d'emploi. Oui, pour faire un petit de jeu de mots. Voilà. Et j'ajouterais, en fait, sur ce jeu de mots, j'ai perdu mon fil. Oh, la meilleure recette d'emploi. La meilleure recette d'emploi, c'est ça. Mais j'ajouterais surtout que c'est un des plus beaux modèles d'économie sociale, ou en fait le plus simple à comprendre. C'est que l'Office de consultation publique de Montréal, qui organise l'événement, qui a négocié un contrat avec nous pour la prestation de services traiteurs, évidemment, engendre des revenus d'activité économique chez nous. Et ces revenus d'activité économique-là servent uniquement à la pérennité de l'organisme, son développement et au programme de formation en milieu de travail qui permet aux gens d'accéder à des emplois de qualité. Donc, c'est dans son expression la plus simple à comprendre de l'économie sociale. Et on est comme ça 50 entreprises au Québec qui formons des gens dans plus de 80 métiers semi-spécialisés, comme celui d'être cuisinier, par exemple. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on vous nourrit, qu'on vous accompagne dans ce colloque de 4 jours. Et encore une fois, je veux remercier l'Office de consultation publique de Montréal d'avoir fait appel à nos services pour cet événement. C'est nous qui vous remercions parce que c'est franchement délicieux. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci. Alors, on a un petit peu de retard, mais je sais que vous allez m'aider. Vous avez le choix entre 4 ateliers différents qui vont commencer maintenant. Il faudrait donc que vous vous déplaciez assez rapidement. Vous allez avoir une pause et vous aurez encore un choix à faire. Alors, votre pause va être vers 11h et vous aurez un choix à faire pour 4 autres ateliers entre 11h30 et midi et 30. Après, vous savez qu'il y a des bénévoles pour vous guider partout, pour que vous trouviez bien votre salle. Les bénévoles ont le mot « organisation » sur leur cocarde. Dans l'amphithéâtre, il y a des choses qui vont continuer de se passer. Il y a toujours l'interprétation simultanée, mais pas dans les ateliers, alors soyez vigilants. Vous aurez une vraie pause lunch entre 12h30 et 14h avant de reprendre encore une fois des ateliers et encore une fois 4 propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Lisez bien le programme pour repérer où les ateliers se donnent. Et vous allez revenir ici à 15h30 pour un panel important, justement en lien avec ce que M. Murdoch vient de dire, combien le cadre et les mécanismes légaux sont importants pour soutenir la participation. Et on aura des invités de France, du Mexique, du Québec et de l'Espagne. Et c'est ma collègue commissaire à l'Office de consultation publique et néanmoins urbaniste et géographe, Madame Hélène Lapérière, qui va animer ce débat et qui va prendre le relais pour vous donner d'autres informations après le panel. Alors, bonne continuation et excellente journée. Vraiment, merci de votre attention. Au revoir. Juste un petit dernier message, là. Il est possible de sortir par cet escalier-ci pour retourner au hall. Alors, si vous voulez éviter la cohue dans le petit escalier là-bas, là, vous pouvez remonter par ici. It's possible to go to the hall from this staircase just here and to get to the principal hall. Merci, Annick. Comme je venais que pour présenter Hélène, oui. Guy m'a dit je trouve que ça va de l'allure. Ouais. Alors, j'ai parlé à Hélène, je lui ai envoyé le texte de comme quoi dire aux gens. Elle est venue hier, elle a accepté. Bonjour, comment ça va? Oui. Je voulais juste que tu le saches. OK, tu le sais? Parfait. Bonjour.
vous remplace, je vous remplace. vous C'est allez pas être- remplacer, c'est pas possible. Mais bon, non, je mais vous vous suis. animez, Je vous suis. vous animez un atelier. Comment ça marche pour les présentations? Bien. Alors, Jean-François. Jean-François va Les micros, il faut peser quelque part pour aller... Ce micro-là, est-ce que je peux le laisser à monsieur C'est moi qui Guérard? anime le suivant. C'est- oui. 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 Les batteries sont bonnes, tout va bien. Je vais vérifier ça. Vous allez Ça, c'est vérifier l'autre ça? point. Comment ça, il faut-il... Non, il est déjà on. John, tout le temps? OK, il faut que je fasse attention. Pardon? Moi, je Je vous vais- dirais que les personnes On va travailler qui ensemble. doivent jouer avec le Déposez votre PowerPoint devraient être là. Et si vous avez à parler aux gens, mettez-vous Oui, ici. voulez-vous Et vous pouvez vous asseoir, laisser, vous on peut lever, l'accrocher. puis vous pouvez Et déposer puis votre on va micro. C'est déposer pas le micro sur le micro, faut que ce soit sur le coin de la bouche, pas devant. Ça devrait être parfait, ça. Puis là, voulez-vous, avez-vous une ceinture, une poche? Souvent, moi, je suggère de l'accrocher ici si vous êtes... Non. Non? OK. Ici? C'est bien? Parfait. Et donc, présentation, je vais le changer ici. Ah. C'est pas votre présentation, ceci? Oui. Ah, celle-là que j'ai est pas bonne? Non. OK, je vais aller vous la changer. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. On branche les autres participants. Êtes-vous participant pour la prochaine? OK. OK.